Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé Les progrès réalisés dans l'avancement des processus de plan national d'adaptation ou PNA qui répondent aux questions de genre. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que nous allons enregistrer ce webinaire et il sera publié ensuite sur le site web du Réseau mondial de PNA. Donc si vous désirez le revoir par la suite ou bien tout simplement le partager avec vos collègues, vous pourrez le faire bien entendu. Alors tout d'abord, juste deux, trois mots sur qui je suis. Donc je m'appelle Patrick Gerda. Je suis analyste politique au secrétariat du Réseau mondial de PNA qui est hébergé par l'Institut international du développement durable. Et donc, je vais modérer ce webinaire. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore familiers, le Réseau mondial de PNA est une initiative qui vise à soutenir les pays en développement dans l'avancement de leur processus de PNA. Le financement du réseau a été fourni par l'Allemagne, les États-Unis, le Canada et l'Autriche. À ce jour, le réseau relie plus de 1100 participants dans plus de 140 pays et le réseau a été créé en 2014. À travers nos activités, nous facilitons tout d'abord l'apprentissage et l'échange entre pairs sud-sud sur les processus de PNA. Nous soutenons également l'action au niveau national et nous avons déjà fourni une assistance technique sur les processus de PNA dans 40 pays. Et enfin, nous renforçons le soutien bilatéral à l'adaptation grâce à la coordination bilatérale des donateurs. Et à travers toutes ces activités, nous développons aussi constamment des analyses et des produits de communication et de connaissances sur ce qui rend une planification nationale de l'adaptation efficace. Alors, le genre, qui est le thème d'aujourd'hui, c'est un thème prioritaire pour le réseau, et cela depuis le début de 2017, donc environ 3 ans maintenant. Et nous travaillons avec un certain nombre de pays partenaires pour mieux intégrer les considérations de genre dans leur processus de PNA, tout en évaluant et synthétisant les progrès en la matière au niveau international. Alors, au programme du webinaire, tout d'abord, le webinaire vise à fournir un aperçu des progrès et des tendances que nous avons observés dans les pays en termes d'adoption d'une approche qui répond aux questions de genre dans le contexte des processus de PNA. Nous allons ensuite avoir une discussion interactive avec deux représentants de pays, en l'occurrence du Togo et de la Côte d'Ivoire, qui vont partager leur expérience pratique et les enseignements tirés des efforts faits pour aborder les questions de genre dans les processus de PNA de leurs pays respectifs. Et enfin, on aura une session de questions et réponses pour vous donner la parole. Alors, tout d'abord, ma collègue Julie Dekens, chercheuse confirmée au réseau mondial de PNA, vous donnera une introduction au processus de PNA qui répondent aux questions de genre et elle offrira un aperçu des principales conclusions de notre deuxième rapport de synthèse sur le sujet. Ensuite, Julie sera accompagnée par Monsieur Joseph Kogbe du Togo et Monsieur Jean-Douglas Anaman de la Côte d'Ivoire pour discuter de la façon dont ces deux pays ont avancé sur la question. Donc un panel légèrement déséquilibré avec une femme et deux hommes, mais il est bien sûr très important aussi de cultiver les alliés chez les hommes lorsqu'on traite des questions de genre. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, nous aurons une session de questions et réponses parce que nous aimerions vous donner la parole et vous donner l'occasion de poser quelques questions aux intervenants. Alors, si, comme vous le voyez dans cette diapositive, il y a une section pour les questions dans votre fenêtre GoToWebinar. Et donc, durant cette présentation, vous pourrez poser vos questions et à la fin, on essaiera d'en répondre un maximum. Alors voilà pour l'introduction à ce webinaire. Sans plus tarder, j'invite maintenant ma collègue Julie Dekens à nous donner sa présentation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le but de ma présentation, c'est de vous donner un aperçu des tendances sur l'avancement de processus de PNA qui répondent aux questions de genre. Mais peut-être tout d'abord, qu'est-ce qu'une approche qui répond aux questions de genre? Et d'ailleurs, certains d'entre vous sont peut-être plus familiers avec le terme anglais Gender Responsive Approach. Donc, les approches qui répondent aux questions de genre, eh bien, elles vont au-delà d'une prise de conscience des différences de genre, c'est-à-dire qu'elles vont au-delà des approches dites sensibles au genre.
Elle porte sur des actions qui visent à remédier aux inégalités de genre. Donc, en d'autres termes, elle cherche activement à promouvoir l'égalité des genres. Et donc, cela fait référence au fait que les femmes et les hommes, les filles et les garçons, eh bien, elles jouissent des mêmes droits, des mêmes responsabilités et des mêmes chances. Alors concrètement, cela implique souvent des mesures spécifiques visant à autonomiser les femmes à tous les niveaux, que ce soit au niveau des ménages, des communautés, mais aussi de processus plus larges en matière de politique et de planification. Alors pourquoi cette approche est importante? Eh bien tout simplement, elle reflète un niveau accru d'ambition sur l'égalité des genres au niveau international et surtout depuis 2015, notamment au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la CNUC. On voit en effet que l'accord de Paris, mais aussi le plan d'action pour l'égalité des chances dans le cadre de la CNUC, font référence à l'objectif plus ambitieux de la réponse aux questions genre, alors que les dispositions précédentes faisaient référence à des mesures sensibles au genre. Donc on voit un engagement fort de la part des parties de la CNUC à intégrer la dimension genre dans les réponses au changement climatique, dont le processus de PNA fait partie. Alors le processus de PNA représente véritablement une importante opportunité pour aborder les inégalités de genre. Mais concrètement, à quoi ça ressemble? De manière générale, on peut dire qu'un processus de PNA répondant aux questions de genre, il doit prendre en compte 3 considérations principales. La première considération, c'est la reconnaissance des différences de genre, tant dans les besoins que les capacités d'adaptation. Alors on le sait, les femmes et les hommes ont souvent des rôles et des responsabilités différentes au niveau des ménages, des communautés, des sociétés, ainsi qu'un accès différent aux ressources. Et ça veut dire qu'ils ont aussi tendance à être affectés par les aléas climatiques différents et aussi tendance à y répondre différemment. Donc ça, c'est la première considération. Premier cercle. Deuxième cercle au centre de la diapo, c'est la participation, mais aussi une influence équitable du point de vue du genre dans les processus décisionnels en matière d'adaptation. Et là, le terme influence il est important parce qu'il ne suffit pas de soutenir une participation équitable, encore faut-il que les hommes et les femmes aient les moyens de contribuer et d'influencer les processus décisionnels. Et enfin, troisième considération à prendre en compte pour qu'un processus de PNA réponde aux questions de genre, eh bien, c'est l'accès équitable du point de vue du genre aux ressources financières, mais aussi aux autres avantages découlant des investissements en matière d'adaptation. Alors, ça peut être l'accès à l'information climatique, aux technologies ou encore au renforcement des capacités. Voilà. Alors, je voulais aussi souligner que le processus de PNA étant itératif, il existe des opportunités pour intégrer des considérations de genre tout au long du processus, au niveau des étapes clés du processus, c'est-à-dire la planification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation, mais aussi au niveau des facteurs habilitants qui sont essentiels pour qu'en fait tout le reste fonctionne, comme les dispositifs institutionnels ou encore le renforcement des capacités. Alors, pour répondre à ces défis, eh bien, au sein du réseau mondial de PNA, on a commencé, comme Patrick l'a mentionné un petit peu avant, à travailler sur le genre depuis 2017. Et nous avons notamment 3 grands domaines de travail. Le premier vise à fournir un soutien technique aux acteurs gouvernementaux des pays en développement pour intégrer ces considérations de genre dans les processus de PNA. Donc, par exemple, nous avons soutenu le développement d'analyses genre axées sur les processus de PNA dans plusieurs pays. On a aussi développé et appliqué une approche pour permettre aux pays de s'auto-évaluer dans leur façon d'intégrer les questions de genre pour les aider à identifier les prochaines étapes. Et puis notre deuxième domaine de travail, lui, vise à documenter et partager les enseignements sur le genre dans les processus de PNA. Donc là, par exemple, l'année dernière, on a publié une note d'information sur l'approche que nous avons prise en soutien à ces analyses genre. Et cette note permet de faire ressortir les thèmes communs entre les différents pays et aussi les leçons qu'on a apprises sur le processus. Et puis enfin, notre troisième domaine de travail vise à évaluer et communiquer les progrès réalisés dans le domaine de l'intégration du genre dans les processus de PNA, mais ça au niveau international. Alors, concernant le dernier domaine de travail que je viens de mentionner, eh bien, en avril 2018, on a publié un premier rapport de synthèse sur l'avancement des processus de PNA répondant aux questions de genre. Et c'est le rapport que vous pouvez voir à gauche de la diapo. Et ce premier rapport de synthèse s'est focalisé sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les pays. Le rapport a aussi fourni des recommandations pour permettre une meilleure prise en compte des questions de genre. Notre deuxième rapport va apparaître très prochainement sur notre site. Il va d'abord apparaître en anglais, il sera ensuite disponible en français. Et il se focalise sur les progrès faits par les pays depuis 2018. Et oui, je vous promets que la
première de couverture sera un peu plus attrayante que ce que vous voyez maintenant. Alors, avant de vous présenter les points saillants de ce deuxième rapport de synthèse, je voulais juste insister sur le fait que depuis 2018, le contexte a sensiblement changé et notamment, on peut noter une reconnaissance croissante du lien entre les changements climatiques et les questions de genre au niveau international. Par exemple, au cours de l'année 2019, le programme de travail de Lima sur le genre et le plan d'action sur l'égalité des sexes de la CNUC ont été examinés et améliorés à la COP25. Et c'est vraiment un nouvel engagement de 5 ans qui réaffirme l'importance des droits humains, de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes dans l'action climatique. Un autre exemple à mentionner de cette reconnaissance croissante du lien entre les changements climatiques et les questions de genre au niveau international, c'est la publication récente d'un guide appelé la boîte à outils pour un processus d'élaboration et de mise en œuvre de PNA qui répond aux questions de genre. C'est une publication conjointe du réseau mondial de PNA avec le groupe d'experts des pays les moins avancés et aussi le comité sur l'adaptation de la CNUC. Et c'est un guide qui représente un complément aux directives techniques de la CNUC. Donc voilà, on voit vraiment émerger depuis ces 2 dernières années une compréhension grandissante que l'action climatique ne sera pas efficace si elle ne répond pas aux questions de genre. Donc c'est dans ce contexte général que notre deuxième rapport de synthèse se situe. Et le contenu de ce rapport, il se base sur 3 sources d'informations principales. Premièrement, nous avons mené une étude systématique de 18 documents de PNA disponibles sur Nappe Centrale en janvier 2020. Nappe Centrale faisant référence à la plateforme Internet de la CNUC dédiée au partage d'informations sur toutes les questions liées au processus de PNA. Et le but, c'était vraiment de regarder quelles sont les tendances, quelles sont les bonnes pratiques liées à l'intégration du genre dans ces documents, y compris les différences potentielles avec le premier échantillon qu'on avait identifié en 2018, qui était alors à l'époque composé de 9 documents. Deuxième source d'information, on a aussi passé en revue 35 propositions approuvées par le Fonds vert climat sous le programme Readiness pour soutenir le développement de processus de PNA, donc ce que je vais appeler maintenant NAP Readiness, et qui étaient disponibles sur le site du Fonds vert climat en janvier 2020. Sachant qu'en mars 2020, 50 pays avaient reçu l'approbation de projets NAP Readiness par le Fonds vert. Et donc le but, là, c'était de regarder un petit peu quelles étaient les activités planifiées liées au genre dans ces propositions. Et enfin, la troisième source d'information, nous nous sommes aussi basés sur la documentation et le suivi de l'engagement des pays avec lesquels on travaille. Alors voilà, on a triangulé ces différentes sources d'informations pour identifier des thèmes communs et puis en tirer des tendances changeantes par rapport au rapport de synthèse précédent. Et les diapos suivantes vont vous donner un aperçu des résultats de notre évaluation des progrès. En gros, on a identifié 6 thèmes principaux et on a classé les progrès faits dans ces 6 thèmes en 3 grands groupes: progrès significatif, progrès modéré et progrès limité. Alors tout d'abord, on observe des progrès significatifs dans 2 domaines clés, le positionnement des femmes en tant qu'intervenantes dans le domaine de l'adaptation et deuxièmement, l'utilisation d'analyses sur le genre pour informer l'avancement des processus de PNA. Alors concernant le premier thème, dans notre échantillon initial, on avait constaté que les femmes elles étaient souvent identifiées comme un groupe particulièrement vulnérable ou comme les bénéficiaires d'actions d'adaptation. Mais en examinant les documents de PNA récemment postés sur Nappe Centrale, on observe qu'il y a une plus grande proportion de documents qui reconnaissent les femmes comme étant aussi un groupe d'intervenants à part entière dans le processus de PNA. Un exemple, Kiribati a mis à jour son document de PNA en 2019, l'année dernière donc, et le document maintenant s'engage à prendre en compte, le gouvernement, à travers son document de PNA, s'engage à prendre en compte la façon dont les femmes ont influencé la planification et la mise en œuvre du processus de PNA. On note aussi que certains documents de PNA reconnaissent même explicitement le leadership féminin. C'est le cas par exemple du document de PNA de l'Uruguay qui se concentre sur le secteur agricole et qui note que les femmes et les jeunes ont tendance à agir comme des agents de changement qui favorisent l'adoption d'innovations dans les ménages. Alors bien sûr, ce changement dans la manière de positionner les femmes n'est qu'une première étape vers une approche qui est véritablement inclusive, mais ça représente déjà un changement très positif dans la façon de parler des questions d'adaptation en lien avec le genre. Enfin, on observe aussi des progrès significatifs dans l'utilisation d'analyses genre pour informer l'avancement des processus de PNA. En 2017-2018, notre étude avait déterminé que peu d'éléments indiquaient que des analyses genre adaptées au contexte spécifique des pays avaient été appliquées dans les processus que nous avions analysés.
Mais depuis, on constate qu'il y a un plus grand nombre de pays qui ont mené ce type d'analyse. Alors, par exemple, le ministère de l'Environnement de Madagascar a entrepris une analyse genre au tout début de son processus de PNA. Cette analyse, elle a donné lieu à toute une série de recommandations, comme par exemple assurer une participation équilibrée entre les sexes et le leadership des femmes dans les institutions communautaires de gestion de l'eau. Et puis ensuite, ces recommandations, eh bien, elles ont été complètement intégrées dans le document de PNA qui a été récemment finalisé. Et ce qu'on note aussi, toujours sur ce même thème, c'est que plus de la moitié des propositions NAP Readiness au Fonds vert climat incluent des activités liées à l'utilisation d'analyses genre et aussi ou aux données ventilées par sexe. Voilà, donc c'est vraiment un progrès important car les analyses genre, eh bien, elles permettent aux équipes de PNA de mieux comprendre les questions de genre, de nouveau, qui sont spécifiques à leur contexte et les implications pour leur processus. Et on sait que ces analyses, eh bien, elles sont utiles, quel que soit le stade d'avancement du processus de PNA. Enfin, on observe aussi des progrès là modérés qui ont été faits dans le développement de cadres légaux et politiques favorables à des processus de PNA qui répondent aux questions de genre. Donc, on constate en fait que de plus en plus de pays font des efforts pour promouvoir l'intégration des questions d'adaptation et de genre dans les cadres et les actions de politique climatique. La Côte d'Ivoire est un exemple puisqu'elle a développé une stratégie genre et changement climatique et on en entendra un peu plus parler durant l'entretien qui suivra cette présentation. Et ces mesures sont importantes puisqu'elles peuvent contribuer à mettre en place les mandats, les systèmes et aussi les capacités nécessaires pour créer un environnement qui est propice à l'intégration du genre dans les PNA. Enfin, on observe aussi des progrès modérés dans le domaine de l'intégration des questions de genre dans le suivi et l'évaluation de l'adaptation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une majorité de documents de PNA et aussi un certain nombre de propositions NAP Readiness qui indiquent que le genre sera intégré dans les systèmes de suivi et évaluation. Mais souvent, on voit qu'il y a peu de détails qui sont encore fournis. Les progrès modérés dans ce domaine s'expliquent sans doute en partie du fait que la majorité des pays sont au tout début du développement de leur système de suivi et évaluation de l'adaptation au niveau national. Alors, parmi les exemples de bonnes pratiques dans ce domaine, on peut citer l'Éthiopie, dont le cadre logique du document de PNA comprend notamment des indicateurs ventilés par sexe pour suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre de leurs mesures d'adaptation. Enfin, et c'est mon avant-dernière diapo, deux éléments là aussi identifiés où des progrès limités ont été faits. Le premier, c'est dans le domaine de l'engagement des parties prenantes dans le processus de PNA, fait de manière inclusive et équitable du point de vue du genre. Alors, on le sait, les processus de PNA se veulent participatifs avec l'implication d'intervenants de différents secteurs, mais aussi d'intervenants de différentes échelles de gouvernance. Et c'est très important pour s'assurer que les décisions, elles reflètent les besoins et les priorités de différents groupes d'acteurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des efforts considérables qui ont été faits par de nombreux pays pour engager différents ministères et institutions au niveau national. Par exemple, le document de PNA de l'Uruguay, qui se focalise, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le secteur de l'agriculteur, il indique que la formulation du document impliquait un grand nombre d'ateliers, 9, incluant plus de 200 participants représentant différents acteurs, dont notamment un atelier spécifiquement organisé pour les femmes rurales. Mais malgré ces efforts, ce qu'on note, c'est qu'il y a un manque de preuves disponibles pour soutenir dans la durée la participation d'un plus large éventail d'acteurs, y compris les autorités infranationales, les organisations de la société civile et les communautés locales. Et aussi, ce qu'on note, c'est qu'il y a eu un peu moins de la moitié des propositions NAP Readiness au Fonds vert qui prennent en compte le genre dans les activités associées à l'engagement des parties prenantes. Enfin, dernier point où on a noté des progrès limités, c'est dans la prise en compte du genre dans les arrangements institutionnels dans le domaine de l'adaptation. Les arrangements institutionnels, ils sont essentiels pour le bon déroulement des processus de PNA. C'est donc très important que ces mécanismes ils soient équitables et inclusifs du point de vue du genre et puis qu'ils intègrent aussi l'expertise disponible en matière de genre. Donc, par exemple, on peut citer, là encore, au niveau des bonnes pratiques, le cas de l'Azerbaïdjan, qui, dans sa proposition au Fonds vert climat, comprend ou inclut la création d'un groupe de travail national sur l'adaptation qui comprendra des représentants du comité d'État sur la famille, la femme et les affaires de l'enfance, mais aussi qui inclura aussi des spécialistes du genre.
Voilà, mais cependant, ce qu'on note, c'est qu'il y a un manque de preuves dans la majorité des nouveaux documents de PNA et des propositions au fond vert permettant d'indiquer qu'il y a des mécanismes vraiment durables qui sont mis en place pour permettre une collaboration sur le long terme entre les acteurs travaillant sur les changements climatiques et ceux travaillant sur les questions de genre. Alors, pour conclure, dernière diapo. Quelles sont les prochaines étapes à envisager? Eh bien, simplement, là où des progrès sont visibles, des efforts continus sont toujours nécessaires. Dans les domaines où les progrès sont limités, eh bien, plus d'efforts sont aussi nécessaires. Et puis, mais de manière importante, il y a aussi d'autres domaines où des investissements sont nécessaires ces prochaines années, notamment, on peut citer le développement des capacités sur la compréhension des liens entre le genre et les changements climatiques, mais aussi sur les outils, les approches pratiques pour permettre de répondre aux questions genre dans le domaine de l'adaptation. Ça, c'est un premier domaine. Deuxième domaine, le renforcement des liens au niveau national et infranational dans la prise en compte, dans la prise de décision, en matière d'adaptation. Et enfin, un financement de l'adaptation qui répond aux questions genre, donc pour s'assurer que les décisions d'investissement des gouvernements, des partenaires de développement et aussi du secteur privé eh bien, prennent en compte le genre. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci Julie pour cet aperçu donc des progrès et des tendances observées dans les pays en termes d'adoption d'une approche qui répond aux questions de genre dans le contexte des processus de PNA. Alors nous allons passer à la phase suivante, donc à la discussion interactive qui sera modérée par Julie avec les deux représentants de pays qui vont partager leur expérience pratique et les enseignements tirés des efforts faits pour aborder les questions de genre dans les processus de PNA de leurs pays respectifs. Alors, j'ai donc tout d'abord le plaisir d'introduire du Togo Monsieur Joseph Kogbe, expert sur les changements climatiques au Togo. Bonjour Joseph. Bonjour Patrick. Oui, et deuxièmement, donc notre deuxième expert aujourd'hui sera Monsieur Jean-Douglas Anamon, point focal PNA au ministère de l'Environnement et du Développement durable de la Côte d'Ivoire et coordinateur du projet NAP-GCF au PNUD Côte d'Ivoire. Bonjour Jean-Douglas. Bonjour Patrick, bonjour chers tous, chers participants. Donc, on va échanger tout à l'heure alors. Voilà, à toi la parole, Julie. Merci Patrick. Alors Jean-Douglas et Joseph, je vais vous poser une série de questions sur les efforts faits par vos pays respectifs pour aborder les questions de genre dans les processus de PNA et les leçons que vous pouvez en tirer. Alors chacune de mes questions couvre un des 6 thèmes principaux que nous avons fait ressortir dans notre deuxième rapport de synthèse. Alors pour commencer, je voulais juste souligner que la Côte d'Ivoire et le Togo sont à des étapes assez différentes de leur processus de PNA. Et notamment, le Togo a déjà élaboré son document cadre de PNA en 2016 et maintenant le pays cherche un financement pour l'élaboration de plans d'adaptation régionaux et locaux. La Côte d'Ivoire, de son côté, eh bien, a reçu en février dernier un financement du Fonds vert climat pour le développement de son processus de PNA, y compris le développement d'un document cadre de PNA donc, qui va bientôt être développé. Alors, malgré ces différences, eh bien, la Côte d'Ivoire et le Togo ont tous les deux réalisé l'année dernière des analyses genre ciblées sur le processus de PNA. Alors, ma question à vous deux, c'est comment est-ce que vos gouvernements respectifs ont utilisé les résultats de ces analyses genre pour permettre l'avancement de processus de PNA qui répondent aux questions de genre? Est-ce que vous pourriez nous donner un ou voire deux exemples concrets? Et je vais demander à Joseph de commencer. Ok, merci Julie. Bonjour à tous. Et donc, pour ce qui concerne le cas du Togo, effectivement, l'analyse de genre axée sur le processus de PNA qui a été réalisée l'année dernière. Je rappelle que c'est la seule étude spécifique axée sur le genre et le changement climatique au niveau national. Et donc, c'est aujourd'hui le document de référence pour le pays. Et on constate justement qu'il y a une prise de conscience qui se développe aujourd'hui pour mieux prendre en compte la question du genre dans la planification de l'adaptation au Togo. Deux exemples précis, comme vous l'avez demandé, c'est que les résultats de cette analyse sont en train d'être utilisés actuellement dans deux processus différents, mais axés sur l'adaptation au changement climatique. Le premier, c'est le processus de développement des plans d'adaptation au niveau régional et local,
ce que nous appelons au niveau du Togo le processus de territorialisation du processus PNA. Donc, l'analyse de genre réalisée a servi de base pour la prise en compte du genre dans la note conceptuelle NAP-RIDNES que le Togo est en train de préparer avec l'appui de la FAO et qui est en cours de finalisation pour soumission au Fonds vert pour le climat. Et donc, qui permettrait de financer la prochaine étape du processus de PNA au Togo. Donc, l'analyse de genre était vraiment le document de base qui a été utilisé dans ce processus-là. Le deuxième exemple, c'est un autre processus également de planification qui est en cours, c'est l'élaboration de la stratégie d'adaptation dans le secteur de la santé au Togo. Et justement, cette analyse a fourni des recommandations très spécifiques pour prendre en compte le genre dans les secteurs prioritaires, donc dans le secteur de la santé. Donc, ce qui fait qu'actuellement, il y a différentes actions qui sont prises pour s'assurer que le processus, enfin, que le genre est pris en compte dans le processus de l'élaboration de la stratégie sectorielle pour la santé, notamment un expert genre qui a été commandité et qui travaille durant tout le processus pour veiller à cette prise en compte du genre. Donc, voilà un peu la manière dont les résultats de cette analyse sont en train d'être utilisés actuellement au niveau du Togo. Jean-Douglas, de votre côté, comment est-ce que la Côte d'Ivoire a utilisé les résultats de l'analyse genre? Merci beaucoup, Julie. Participants, l'analyse genre que le NAP Network a permis à la Côte d'Ivoire donc de réaliser a vraiment éclairé le processus PNA au niveau de la Côte d'Ivoire, en ce sens que déjà au niveau de la gouvernance, l'analyse genre donc, et PNA a permis d'identifier les acteurs majeurs clés qu'il était important donc d'engager dans le développement du processus. Et les acteurs clés, donc, nous avons l'Observatoire national de l'équité et du genre et certaines directions clés du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette analyse a également permis donc de disposer d'indicateurs techniques aussi bien qualitatifs que quantitatifs sur la genre donc dans le développement du processus PNA en Côte d'Ivoire. Retenons déjà qu'au niveau national, nous avons 5 secteurs prioritaires: agriculture, ressources en eau, santé, zone côtière, utilisation des terres. Donc, il est très important de garantir la prise en compte transversale du genre dans le développement de l'adaptation sur ces 5 secteurs prioritaires. Et nous avons donc des indicateurs clairs, précis, et ces indicateurs, nous les mettons en œuvre depuis le développement des thèmes de référence pour les études, pour les ateliers, pour toutes les consultations qu'on fait dans le cadre du processus PNA en Côte d'Ivoire. Et enfin, pour garantir la continuité donc, et la synergie donc, des éléments contenus dans cette étude, nous menons donc une veille stratégique avec un expert genre qui participe au sein du processus et qui s'arrange à faire toujours le lien entre les éléments contenus dans cette étude et les initiatives nouvelles qui concernent au niveau national. Merci. Maintenant, j'aimerais poser une question à Joseph, plus liée à la question du positionnement des femmes comme actrices de l'adaptation. Et notamment, notre revue des documents PNA montre que les femmes sont le plus souvent identifiées comme un groupe particulièrement vulnérable ou comme étant les bénéficiaires d'actions d'adaptation, plutôt que comme étant aussi des agents de changement pouvant fournir des solutions à leurs besoins d'adaptation. Bien que, comme je l'ai souligné tout à l'heure, eh bien, cela soit en train de changer selon les résultats de notre deuxième rapport de synthèse. Alors, ma question, Joseph, c'est comment est-ce que l'analyse genre a permis d'aider, ou alors pourrait peut-être permettre d'aider, l'équipe PNA du Togo à formuler différemment les problématiques de genre dans le contexte du processus de PNA, et aussi pourquoi est-ce que c'est important? Merci Julie. En fait, nous sommes tous d'accord que les femmes et les filles sont souvent plus affectées par le changement climatique que les hommes et les garçons, de par leur rôle et responsabilités au sein des ménages et des communautés. En même temps, il faut reconnaître que les femmes et les filles jouent aussi un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique,
en apportant des solutions très concrètes grâce à leurs connaissances, expériences, mais aussi leur savoir-faire. Et donc, l'analyse de genre du Togo a défini des indicateurs et des recommandations très spécifiques suivant les axes stratégiques du document cadre du PNA, donc 3 axes stratégiques qui sont définis dans ce document-là, ainsi que les 19 mesures prioritaires sectorielles du document. Et cela permet de prendre en compte le genre dans la suite du processus, comme je le précisais tantôt, dans le processus d'élaboration des plans régionaux et locaux d'adaptation. Je vous donne un exemple très précis, peut-être dans le secteur de l'agriculture. Si nous prenons la filière Fonio, qui est plutôt développée au nord Togo, pour ceux qui connaissent le Togo, dans les préfectures de Doufelgou ou de Kéran, par exemple, nous avons constaté que les hommes et les femmes jouent des rôles très différents, mais qui sont complémentaires dans la chaîne de valeur Fonio. Et donc, dans ces préfectures-là, le semis ou l'épandage se fait pratiquement ou uniquement par les hommes, alors que l'entretien des champs jusqu'à la récolte se fait par les femmes. Et donc, vous voyez, par exemple, que dans cette filière-là, aucune mesure d'adaptation efficace n'est possible sans une prise en compte de cette dynamique de genre. Et aujourd'hui, dans le projet qui est en train d'être élaboré pour la mise en place des plans régionaux d'adaptation, ces mesures sont prises en compte et il sera réalisé une étude sexo-spécifique au cours de ce processus-là et ces particularités seront prises en compte. Je peux multiplier donc des exemples dans plusieurs autres secteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais c'est parfait. Merci, Joseph. Et maintenant, j'ai une question pour Jean Douglas, liée en fait à l'environnement juridique et politique favorisant les processus de PNA. Suite à l'analyse genre ciblée sur le processus de PNA, eh bien la Côte d'Ivoire, on l'a dit tout à l'heure, a décidé entre autres de développer une stratégie genre et changement climatique qui a été validée récemment. Comment est-ce que vous pensez que ce document va permettre de soutenir l'intégration des questions de genre concrètement dans les prochaines étapes du processus de PNA en Côte d'Ivoire? Merci bien, Julie. Ce qu'il faut dire, c'est que la stratégie genre et changement climatique a manqué au pays depuis longtemps. Le moment que nous avons eu à développer, c'était la stratégie de lutte contre les changements climatiques. Et les gens ne pas développer. Donc, l'étude réalisée de NAVGN a éclairé un peu la nécessité donc, de développer la stratégie genre et changement climatique. Et cette stratégie, il faut le dire, vise à intégrer donc l'égalité des genres dans toutes les actions climatiques du pays. Et la stratégie donc identifie 4 priorités. Il y a l'information et la sensibilisation en lien avec le genre et les changements climatiques. Il y a le renforcement des capacités climatiques qui répondent effectivement aux questions de genre. Il y a l'autonomisation des femmes et des filles pour qu'elles s'engagent dans des activités de renforcement et de la résilience au changement climatique. Et enfin, il y a la coordination entre les acteurs du changement climatique et les acteurs impliqués dans l'égalité des genres. Donc, actuellement, la stratégie qui a été développée, notamment la stratégie genre et changement climatique, et qui a été d'ailleurs validée en novembre 2019, utilisée pour soutenir dans un premier temps la prise en compte donc, de tous ces éléments que je viens d'évoquer dans le processus de révision des contributions déterminées au niveau national. Il faut le rappeler, l'accord le processus de révision des contributions donc, nationales depuis le mois d'août 2019. Et cette stratégie permet donc de nourrir efficacement le contexte donc, de révision de ces CDN en garantissant la prise en compte du genre sur les axes que je viens de citer. Mais dans un futur proche, cette stratégie, bien entendu, sera utilisée pour la prise en compte du genre dans le futur document PNA. Parce qu'en réalité, on a déployé toutes les recommandations contenues dans l'étude genre et PNA, qu'on va passer à une phase de consolidation du PNA. Il faut que cette phase de consolidation, bien entendu, soit alignée sur la stratégie genre et changement climatique. Et dans un futur proche, c'est ce que
nous allons nous atteler à faire. Voilà l'expérience donc de la Côte d'Ivoire sur cette. Merci Jean-Douglas. Un autre thème qu'on a abordé tout à l'heure où on note des progrès modérés, c'est dans l'intégration des considérations de genre dans le suivi et l'évaluation de l'adaptation. Alors Joseph, la plupart des pays sont au tout début de l'élaboration, on l'a dit tout à l'heure, de systèmes de suivi et d'évaluation de l'adaptation. Et on a aussi vu à travers les analyses genre qu'on a menées avec les différents pays que c'est souvent un énorme défi de collecter des données ventilées par sexe et par âge. Donc ma question pour vous, c'est quelles sont les leçons que vous pouvez tirer pour avancer l'intégration des considérations de genre dans le suivi et l'adaptation de l'adaptation, pardon, le suivi et l'évaluation de l'adaptation au Togo. Merci. Justement, c'est une véritable préoccupation. Et d'après notre expérience, pour faciliter l'intégration des considérations de genre dans le suivi et l'évaluation de l'adaptation, d'abord, il y a des préalables qu'il faut définir, des indicateurs qui soient fondés sur la désagrégation par sexe pour toutes les phases du processus de PNA. Et là, c'est extrêmement important. Ensuite, pour la mise en œuvre des projets, il faudra commanditer des études qui évaluent l'impact des mesures sur les hommes et les femmes, en tenant compte, bien sûr, de leur ventilation par sexe, par région, par préfecture, par commune, etc. C'est-à-dire qu'il faut des quotas réservés aux hommes et aux femmes au niveau national, mais aussi au niveau infranational. Et leur analyse sexo-spécifique par rapport à leur planification et au budget alloué. Parce que nous nous rendons compte également qu'on peut faire tout ce travail et avoir de beaux documents, mais au niveau de l'allocation budgétaire, le problème se pose. Aussi, dans le cadre de l'analyse qui a été réalisée au niveau du Togo, nous avons, par exemple, identifié des niches ou des points d'entrée suivant les 3 axes stratégiques du document cadre de PNA, comme je l'ai précisé tantôt, pour l'intégration des considérations de genre. Par exemple, si je prends l'axe numéro 1 du document du Togo, ça porte sur l'intégration systématique de l'adaptation au changement climatique dans les documents de planification. Et la démarche à ce niveau-là comporte 4 phases principales. Il y a d'abord une phase d'incubation interne, ensuite une phase d'analyse diagnostique, troisièmement une phase de planification et de budgétisation, et enfin une phase de mise en œuvre et de suivi, évaluation des résultats. Et au niveau de chacun de ces points d'ancrage-là, les questions liées aux gens peuvent être prises en compte. Actuellement, il n'y a pas au niveau du Togo un système de suivi-évaluation très finalisé, mais dans le cadre de l'élaboration du premier rapport biennal actualisé sur les changements climatiques, il y a eu déjà un processus sur les MNV qui a été déjà lancé. Et dans l'élaboration des plans régionaux d'adaptation qui est en vue, donc la prochaine phase du processus de PNA, il est prévu d'aller vers la mise en place d'un système de collecte, d'actualisation, de partage d'informations, mais aussi de suivi-évaluation. Et donc, je pense que à ce niveau-là, c'est extrêmement important pour pouvoir suivre et évaluer l'adaptation dès la phase de planification jusqu'à la mise en œuvre et à l'évaluation finale. Très bien. Et de votre côté, Jean-Douglas, au niveau de la Côte d'Ivoire, toujours sur le même thème, quels sont vos plans pour collecter les données ventilées par sexe pour assurer le suivi et l'évaluation d'un processus de PNA répondant aux questions de genre? Merci, Julie. Ce qu'il faut noter, la plupart déjà de nos données seront collectées à partir des études réalisées. Hein. Donc, j'ai indiqué tout à l'heure que nous avons 5 secteurs prioritaires que j'ai cités et nous devons faire des études de vulnérabilité et l'évaluation socio-économique de l'impact donc des normatifs sur ces secteurs prioritaires. Et déjà, nous insistons sur l'élaboration sur lesquelles nous travaillons avec des parties prenantes clés. Donc, nous insistons sur le développement d'outils et de méthodes de collecte de données qui prennent en compte le genre. Notamment, on peut noter par exemple que on demande par exemple dans les termes de référence aux
de pouvoir proposer des outils et des méthodes avérées qui puissent effectivement garantir au final qu'on a des livrables donc, qui prennent en compte le genre. Et on a aussi le développement de guides méthodologiques. Les guides méthodologiques pour les secteurs prioritaires sur ces différentes études. Et ces guides prévoient également des outils de collecte de données sur le genre. Ça, c'est au niveau des études. Mais en termes de collaboration, nous envisageons bien entendu donc travailler avec les structures de recherche clés, par exemple la chaire UNESCO, qui a une longue expérience donc sur le genre et le développement durable en Côte d'Ivoire, et travailler également avec des acteurs clés avec qui nous sommes actuellement en collaboration, notamment le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, l'Institut de géographie tropicale et le Centre suisse de recherche scientifique. Ça, c'est au niveau de la collaboration avec les structures nationales. Au niveau interne, bien entendu, il y a une cellule de suivi et évaluation donc, qui est mise en place et qui accompagne le processus. Et donc, cette cellule de suivi et évaluation accompagnée donc, de gens et donc au sein de l'équipe, travaille à s'assurer que les outils recommandés en termes de référence sont effectivement développés et appliqués et que ces outils et méthodes garantissent effectivement les données donc, nécessaires à une analyse du genre et à une prise en compte du genre dans le processus PNA que nous mettons en œuvre en Côte d'Ivoire. Merci. Jean Douglas. Joseph, vous avez indiqué plusieurs fois que la prochaine étape du processus de PNA au Togo consistera à l'élaboration des plans régionaux et locaux d'adaptation. Et vous avez aussi indiqué qu'au Togo, vous nommez ce processus la phase de territorialisation. Quel rôle le processus de décentralisation qui est actuellement en cours au Togo pourrait jouer dans l'engagement inclusif et équitable à l'égard et des hommes et des femmes, des parties prenantes dans le processus de PNA? Oui, merci pour cette question. Effectivement, le processus de décentralisation au Togo se concrétise à la suite des élections municipales de 2019. Donc, c'est un processus qui donne actuellement plus de pouvoir aux communes et aux municipalités pour gérer le développement de leur région, y compris, bien sûr, sur les questions d'argent. Comme on le dit, c'est le nerf de la guerre. Et donc, la possibilité aussi d'engager les autorités locales, les organisations communautaires, y compris de femmes, de la société civile, pour influencer le choix des mesures d'adaptation et leur mise en œuvre. Donc, au niveau du Togo, par exemple, je pense que ce processus devrait soutenir la mise en œuvre effective du PNA à travers l'engagement des acteurs que je peux situer rapidement à 3 niveaux. D'abord, les conseillers municipaux pourraient jouer à la base un rôle de suivi des décisions relatives à la mise en œuvre des projets de développement, y compris les projets d'adaptation au changement climatique, qui sont du ressort de leur territoire. Ensuite, les nouvelles communes, donc c'est des nouvelles communes qui viennent d'être créées, peuvent saisir l'opportunité de mettre en place des points focaux genre et aussi des points focaux changement climatique et veiller à la synergie d'action entre ces différents acteurs. Cela pourrait faciliter la prise en compte du genre dans tous les processus de développement, y compris la planification de l'adaptation. Et troisièmement, il sera aussi utile au niveau des territoires de disposer de données sur les savoirs locaux et traditionnels, donc des savoirs endogènes en matière d'adaptation au changement climatique, et de pouvoir tirer parti des savoirs et connaissances qu'offre la participation des femmes qui représentent les communautés locales dans la mise en œuvre du PNA. Donc, je pense que pour une meilleure appropriation du processus de PNA au niveau communal, il serait utile d'organiser, par exemple, des séances d'information, des séances de sensibilisation, des séances de communication sur l'ensemble du territoire afin de susciter l'intérêt des bénéficiaires potentiels en s'assurant, bien sûr, de la participation des femmes et des jeunes à ces séances-là. Donc, voilà un peu comment je vois ce processus au niveau du Togo. Merci Joseph. Pour finir, il y a un dernier point que j'aimerais aborder, c'est celui relatif à la prise en compte du genre dans les dispositifs institutionnels liés au changement climatique. Jean Douglas,
L'analyse genre qui a été conduite en Côte d'Ivoire l'année dernière a permis d'identifier qu'il y avait vraiment beaucoup de capacités qui existaient déjà dans le pays sur les questions de genre. Alors, suite à cette prise de connaissance, qu'est-ce que vous avez mis en place exactement au niveau institutionnel pour impliquer ces institutions et ces experts dans le processus de PNA? Tu as déjà fait référence à plusieurs d'entre elles tout à l'heure, mais ça serait intéressant d'en savoir un peu plus. Oui, merci Julie. Au niveau de la Côte d'Ivoire, effectivement, il y a beaucoup d'institutions, il y a beaucoup de parties prenantes, donc il y a énormément de capacités. Et donc, pour pouvoir concrétiser donc, l'intégration donc, dans le processus PNA, le ministère de l'Environnement donc, a pris un arrêté pour pouvoir mettre en place un groupe de travail spécifique au processus. Et donc, dans ce groupe de travail, il y a bien entendu les parties prenantes clés que nous avons donc identifiées et qui travaillent essentiellement sur les gens donc, qui sont pris en compte. Donc, ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est bien entendu la mise en place d'une commission nationale de lutte contre le changement climatique, avec bien entendu un comité de pilotage, un comité scientifique et différents groupes de travail qui prennent également en compte les parties prenantes clés, qui prennent en compte effectivement les parties prenantes clés, donc essentiellement ces gens, et donc qui vont siéger dans les différents organes de cette commission et qui permettront bien entendu donc de coordonner toutes les actions liées au climat, au changement climatique en Côte d'Ivoire. Donc, Julie, voici les deux niveaux d'intervention que nous avons actuellement au niveau national. La nationale de lutte contre les changements climatiques, les différents tests ont été donc validés en attention et le processus donc d'adoption par le gouvernement est en cours. Et se fera, je l'espère, sous peu. Merci Jean-Douglas. Et puis peut-être pour finir, une dernière question pour chacun d'entre vous. Est-ce que vous pourriez partager au moins une leçon que vous avez apprise sur la meilleure façon de développer et de mettre en œuvre des processus de PNA répondant aux questions de genre qui pourrait être utile aux pays qui cherchent à avancer dans le domaine, mais aussi aux partenaires de développement qui sont peut-être connectés à ce webinaire aussi aujourd'hui? Alors Joseph, je vous propose de commencer. D'accord. Au niveau du Togo, nous avons tiré beaucoup de leçons, mais compte tenu du temps, je vais peut-être aller à 2 ou 3 leçons maximum. La première leçon, c'est l'importance de créer une définition commune et claire entre les acteurs travaillant sur les changements climatiques, sur ce qu'est le genre, pour faciliter sa prise en compte par tous les acteurs. Vous l'avez mentionné, Julie, en introduction, pour essayer de clarifier un peu la question, mais j'estime que cela est extrêmement important parce qu'au niveau du Togo, nous avons vu que les politiques sectorielles manquent de précision en termes d'objectifs, d'activités, de budget qui répondent aux questions de genre. Bien que dans certaines de ces politiques sectorielles-là, les questions de genre soient mentionnées, mais on ne voit pas d'indicateurs désagrégés par sexe qui soient définis dans les documents et qui devraient être pris en compte dans les stratégies de mise en œuvre des projets ou des actions qui en découlent. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les leçons que nous avons apprises autour de la création de cellules focales genre au niveau de chaque ministère sectoriel du Togo. En fait, il y a eu un décret du Premier ministre en 2008 qui a créé ces points focaux genre. Mais nous nous sommes rendus compte que ces points focaux ne sont pas opérationnels. Donc, la leçon, c'est plutôt comment faire pour mieux rendre opérationnelles ces cellules-là. Parce que ces cellules focales genre ont pour responsabilité, en fait, de veiller à l'intégration du genre dans les dispositifs institutionnels des ministères pour sa prise en compte dans les politiques, programmes, projets de développement sectoriel. Malheureusement, c'est une mesure qui n'a pas été mise en œuvre parce que il semble qu'il y a eu l'absence de ressources financières pour pouvoir les opérationnaliser, mais aussi un cadre pour pouvoir les motiver et les dynamiser. La troisième leçon, pour finir, c'est l'importance d'intégrer les questions de changement climatique dans les politiques et stratégies sur le genre. Parce que nous sommes rendus compte qu'il y a une politique nationale sur le genre au Togo, il y a une stratégie de mise en œuvre de cette politique-là, mais quand vous prenez ces documents clés du pays sur la question de genre, l'adaptation au changement climatique n'est même pas mentionnée dans ces documents.
Et donc, ça pose un problème dans l'opérationnalisation même de ces stratégies. Donc, voilà un peu quelques leçons que nous avons pu tirer. Et ces lacunes, si on ne veille pas à les combler, ça peut constituer une barrière pour le suivi des indicateurs relatifs aux gens, à l'égalité des genres dans les ministères sectoriels par rapport aux activités liées à l'adaptation au changement climatique. Merci Joseph. Jean Douglas, une ou deux leçons que vous avez apprises et que vous aimeriez partager? Une ou deux leçons, oui. En tout cas, au niveau national, ce qu'on peut déjà dire, quel que soit le stade de développement du processus pour les différents pays qui nous écoutent, donc il est très, très, très important de faire une évaluation de la prise en compte du genre dans le processus PNA. Et cette évaluation, c'est cette évaluation qui va donc, qui sera notre boussole et qui nous permettra de savoir ce qu'on veut exactement faire, ce qu'on doit exactement faire au niveau institutionnel, au niveau technique, en termes d'implication des acteurs. Et bien entendu, la deuxième leçon, lorsqu'on a fait cette évaluation, il faut un suivi. Et pour le suivi, on estime qu'il est important d'avoir donc dans l'équipe qui suit le processus PNA au moins un expert genre qui garantisse que les éléments identifiés dans l'évaluation sont effectivement mis en œuvre et correspondent exactement aux indicateurs qui ont été recommandés. Voici les deux leçons que je voulais partager donc, à nos collègues qui nous écoutent. Merci beaucoup, Joseph et Jean Douglas, pour cette interview. Voilà, donc nous allons passer à la dernière session de ce webinaire, donc des questions et réponses. Donc on a déjà reçu un certain nombre de questions tout au long de ce webinaire. Alors on va passer à la première, peut-être pour Julie. Julie, à votre avis, quels sont les besoins en renforcement des capacités les plus importants pour garantir un processus répondant aux questions de genre? Merci pour la question. Notre travail montre tout d'abord que parmi les acteurs qui travaillent dans le domaine de l'adaptation, il y a souvent un manque de compréhension de ce que signifie vraiment, exactement le genre, ou il y a en tout cas des compréhensions différentes de ce que ça signifie. Il y a aussi un manque de compréhension par rapport à quoi ressemble concrètement une approche répondant aux questions de genre, sur comment prendre en compte les questions de genre dans la planification, quels outils existent, etc. Donc, ces acteurs ont vraiment besoin d'une orientation claire sur les concepts de genre, sur les meilleurs points d'entrée pour intégrer ces questions, et puis sur aussi les outils et les approches qui existent de nouveau pour prendre en compte ces questions. Alors ça, c'est un élément. Et puis l'autre élément, c'est que notre travail, il montre aussi que les experts travaillant sur le genre, eh bien, ils ont aussi souvent des lacunes en matière de connaissances sur l'adaptation au changement climatique, et y compris sur le processus de PNA. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les études genre ciblées sur le processus de PNA qu'on a fait montrent que, et puis ça a été discuté aussi par Jean Douglas notamment, que dans la plupart des cas, les pays disposent vraiment d'énormément de capacités en matière de genre, surtout dans le domaine de l'agriculture et de la santé. Mais souvent, ces capacités en matière de genre, elles ne sont pas exploitées dans le contexte du processus de PNA. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de créer des opportunités pour faciliter le dialogue et l'échange entre ces experts en adaptation et ces experts en genre pour qu'ils puissent travailler ensemble. Donc, pour résumer, je crois qu'il y a vraiment des besoins en renforcement de capacité qui concernent avant tout les équipes de PNA, les acteurs travaillant sur les questions de genre, et puis aussi les autres intervenants dans le processus de PNA pour améliorer la compréhension réciproque des liens entre le genre et les changements climatiques, et puis aussi la compréhension sur les outils et les approches pour permettre d'avancer vers un processus de PNA qui répond aux questions de genre. Très bien, merci Julie. Une question pour Joseph. Quel rôle envisagez-vous pour les organisations de femmes dans le processus d'élaboration des plans régionaux et locaux d'adaptation? Merci pour cette question. En fait,
nous avons, dans l'analyse que nous avons réalisée au niveau du Togo, formulé, comme je l'avais dit, des recommandations très ciblées par rapport à chacune des mesures qui sont identifiées dans le document cadre. Et de façon générale, pour les organisations de femmes, nous estimons, parce qu'une des lacunes d'abord, c'est que elles sont très peu représentées dans les instances décisionnelles sur le processus de PNA. Nous avons, par exemple, un comité national PNA dans lequel on n'a pas assez de ces organisations-là. Donc, au niveau du processus d'élaboration des plans régionaux, il est prévu qu'il y ait des antennes au niveau de chaque région qui soient des relais du comité national de PNA et qu'au niveau de ces cellules ou antennes-là, penser à cela, cela est déjà prévu, qu'on puisse aller vers une représentation effective des femmes dans toutes les instances institutionnelles de décision. Ensuite, dans la mise en œuvre aussi, il y a également des indicateurs qui sont prévus au niveau de chaque mesure pour s'assurer que justement la mise en œuvre de ces mesures-là prenne en compte les organisations de femmes et les préoccupations des femmes de façon particulière. Et nous les avons identifiées suivant chaque secteur prioritaire. Merci, Joseph. Une question pour Jean Douglas aussi. Vous allez lancer des études de vulnérabilité dans plusieurs secteurs prioritaires. Comment comptez-vous prendre en compte le genre dans ces études et notamment quels outils comptez-vous utiliser? Merci Patrick. Oui, effectivement, les études ont été déjà, disons, l'appel à candidature a été lancé. Aujourd'hui même, c'est la date de clôture. Il y aura bien entendu le développement de 2 guides. Donc, il y aura un guide adapté au contexte national ivoirien qui permettra de façon durable de voir comment est-ce qu'on fait les évaluations des vulnérabilités, l'analyse des impacts socio-économiques des changements climatiques. Il y aura également un guide donc, qui permettra donc, de regarder le national ivoirien sur quoi est-ce qu'on s'accorde quand on parle de priorisation d'options d'adaptation, quels sont les éléments pertinents à retenir. Mais tous ces guides sont intégrés, comme on a mentionné tout à l'heure, les outils et méthodes de collecte sur le genre. Et comment est-ce que nous comptons garantir la prise en compte du genre dans ces études? Comme j'ai dit, ces outils doivent être intégrés d'office par les cabinets qui vont faire les études, par les centres de recherche qui vont faire les études. Et ça, c'est l'expert en sciences et l'expert genre qui fait le suivi. Voici le premier niveau de garantie. Et le deuxième niveau de garantie, nous sommes allés plus loin en proposant déjà, on sait qu'il y a une panoplie de méthodes et d'outils. Et nous avons proposé déjà, par exemple, que les outils puissent regarder le profil d'activité par rapport au genre. Donc, cet outil permettra, par exemple, d'identifier, d'analyser les différentes activités, le type de travail des hommes et des femmes, y compris les activités peu visibles, car peu ou pas rémunérées. On a aussi, par exemple, l'outil qu'on appelle généralement l'arbre des stéréotypes. Et comme nous travaillons sur 5 secteurs prioritaires, il est bon que cet arbre des stéréotypes-là puisse être bien décrit. Parce qu'en réalité, on n'a pas forcément les mêmes stéréotypes hommes-femmes au niveau du secteur agricole qu'au niveau du secteur de la santé ou de l'utilisation des terres. Par exemple, au niveau du secteur agricole, les représentations liées à l'accès à la terre pour les femmes et les hommes, ce n'est pas la même chose. Le choix des types de culture exercés par les hommes et les femmes, ce n'est pas la même chose. Et tous ces, nous demandons à ce que les cabinets, les centres de recherche qui vont faire donc les études puissent nous les garantir et qu'au final, on puisse avoir et des données exploitées et des livrables qui prennent en compte le genre. Sinon, on pourrait ajouter aussi le tableau de l'accès et du contrôle des ressources et des bénéfices. Ça aussi, c'est un élément que nous avons recommandé dans les différentes études. Merci Jean Douglas.
Alors, on continue de recevoir pas mal de questions. Je tiens juste à signaler que, bon, on a déjà dépassé un peu l'heure, mais on va peut-être en prendre encore une ou deux. Pour les questions qu'on n'arrivera pas à répondre là, pendant ce webinaire, on pourra poursuivre avec vous par email. Donc, n'hésitez pas à continuer de nous poser des questions. Alors, juste encore une question pour Julie. Quelle approche a été utilisée par le réseau mondial pour les analyses genre axées sur les processus de PNA? Oui, merci. Alors, très brièvement, en fait, la méthodologie variait évidemment d'un pays à l'autre, mais de manière générale, ça a impliqué une revue de la littérature dans chaque pays, combinée avec des consultations avec les parties prenantes, que ce soit par le biais d'entretiens ou alors d'ateliers. Chaque analyse a été faite en collaboration continue avec l'équipe de PNA des pays pour vraiment permettre d'axer les recommandations en fonction du stade d'avancement du processus de PNA. Et puis, peut-être que je peux ajouter, c'est que chaque analyse comprenait en fait 4 composantes principales. D'une part, une analyse politique et institutionnelle à la fois sur le genre et sur l'adaptation au changement climatique. Et ça comprenait aussi une identification des principaux acteurs dans les 2 domaines ou qui avaient des connaissances transversales. Et ça comprenait aussi une identification des initiatives existantes, aussi qui couvraient les 2 thématiques. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, chaque analyse comprenait aussi une évaluation technique qui examinait les liens entre le genre et les changements climatiques afin d'identifier des considérations pratiques, donc notamment comment et pourquoi les risques climatiques affectent différemment les hommes et les femmes. Troisième élément, c'est donc une analyse des répercussions pour le processus de PNA. Donc l'idée, c'était de répondre à des questions, par exemple, comme quelle place les questions de genre occupent dans les secteurs prioritaires identifiés dans le processus de PNA. Et puis enfin, le dernier élément, c'était la formulation de recommandations pour le processus de PNA. Très bien, merci Julie. Donc, on va s'arrêter là pour les questions et réponses. Comme je vous ai dit, on a encore reçu d'autres questions, mais on pourra poursuivre par email la discussion. Je voulais juste encore vous donner quelques informations avant de finir ce webinaire. Donc, juste pour vous rappeler, comme Julie l'a indiqué lors de sa présentation, que nous avons quelques publications. Donc, tout d'abord, notre deuxième rapport de synthèse sur les progrès réalisés dans l'avancement de processus de PNA qui répondent aux questions de genre, qui va apparaître ce mois-ci sur le site du Réseau mondial de PNA. Il sera aussi ensuite bientôt disponible en français. Et vous pouvez aussi télécharger d'autres ressources sur notre site, et notamment la boîte à outils pour un processus d'élaboration et de mise en œuvre de PNA qui répond aux questions de genre. Et c'est une publication conjointe du Réseau mondial de PNA, du groupe d'experts des pays les moins avancés et du comité sur l'adaptation. Et d'ailleurs, ces documents, vous pouvez les télécharger directement. Si vous regardez votre fenêtre GoToWebinar, il y a un menu qui est intitulé Handouts. Il y a 4 publications là que vous pouvez télécharger directement. Ces publications, vous pouvez également les consulter sur notre site. Enfin, il y a plusieurs analyses genre axées sur le processus de PNA qui sont aussi disponibles sur notre site, y compris donc celles faites au Togo et en Côte d'Ivoire. Voilà, donc comme je vous l'ai dit au tout début, nous avons enregistré ce webinaire et il va être publié sur le site web du Réseau mondial de PNA avec la présentation PowerPoint de Julie. Un très court sondage d'évaluation va être lancé à la fin de ce webinaire et sera partagé donc dans un email de suivi à tous les participants. Merci de prendre quelques minutes pour partager vos commentaires. Ça nous permettra de nous améliorer et de mieux répondre à vos attentes. Et enfin, avant de terminer, nous vous invitons à rejoindre le réseau mondial de PNA en vous inscrivant sur notre site web à napglobalnetwork.org. C'est gratuit et c'est ouvert à tout le monde et ça peut se faire sur une base individuelle. Et donc, en vous joignant au réseau, nous allons pouvoir vous tenir au courant des futurs webinaires, des publications, produits de connaissances, ainsi que des actualités liées au processus de PNA plus largement.
N'hésitez pas donc à nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez collaborer avec nous. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée et encore merci d'avoir participé à ce webinaire. Au revoir.